Beaucoup. Nous allons passer au domaine de la reconstruction mammaire pour le dernier sujet, qui est les mastectomies prophylactiques, donc chez les femmes mutées, BRCA1, BRCA2, à qui on va proposer des mastectomies bilatérales avec reconstruction mammaire immédiate bilatérale. Je donne la parole à Frédéric Baudin. Monsieur le Président, chers maîtres, chers collègues, je vais vous parler maintenant d'un sujet que je connais bien puisque j'ai soutenu il y a quelques années une thèse d'éthique médicale sur la mastectomie prophylactique. Et donc le sujet qui m'a été donné aujourd'hui, ce sont les paradoxes de cette mastectomie prophylactique. Alors quand on parle de prévention du cancer du sein, on pense d'abord à la prévention secondaire et au dépistage radiologique qui est très bien mis en place en France aujourd'hui, à la prévention tertiaire avec les traitements hormonaux, anti-hormonaux. Et puis, il faut aussi maintenant évoquer la chirurgie prophylactique, qui est une prévention primaire. Alors, cette chirurgie prophylactique, il en existe plusieurs. La définition, c'est l'utilisation d'un moyen chirurgical dans le cadre d'une prévention primaire, ce qui n'est pas tout à fait commun. C'est-à-dire qu'on va s'adresser à des personnes qui sont totalement indemnes de maladie, mais qui ont un risque pathologique connu et pour lequel on suppose que l'acte chirurgical, d'exérèse en général, va diminuer, voire si possible, éliminer complètement le risque. Et donc c'est le cas de la mastectomie ou mastectomie prophylactique qui consiste à enlever les 2 glandes mammaires pour éviter le développement du cancer du sein. Alors quelles sont les situations de risque accru pour lesquels on peut envisager une mastectomie prophylactique? Eh bien, ce sont surtout les patientes qui présentent ce qu'on appelle une mutation constitutionnelle délétère, c'est-à-dire les patientes qui ont une mutation des gènes BRCA1 et BRCA2 qui ont été découverts il y a une vingtaine d'années maintenant, en 1994 et 1995. Donc c'est surtout pour cette population-là, mais il ne faut pas oublier non plus qu'il existe des cancers familiaux avec un fort risque de cancer pour lesquels on n'a pas retrouvé de mutation. Alors, pour avoir des chiffres, même si les mutations, il en existe de nombreuses avec une pénétrance variable d'une famille à une autre, pour avoir les chiffres en tête, par exemple, les patientes qui ont un BRCA1, on parle de risque autour de 65% au cours de la vie de développer un cancer du sein. Et pour le BRCA2, on est plutôt sur un chiffre de 45%. Alors ces patientes prédisposées génétiquement sont dans une situation extrêmement délicate, parce qu'elles vont avoir le choix entre grossièrement 2 choses. D'un côté, une surveillance à vie, qui n'empêche pas l'apparition de la maladie, et de l'autre côté, un acte chirurgical prophylactique très mutilant, puisqu'il s'agit d'enlever les 2 seins. Alors les recommandations de l'Institut national du cancer sont très claires pour ces patientes prédisposées. Elles datent de 2009 et elles seront bientôt remises à jour. Donc l'option de prise en charge, la mastectomie prophylactique est une option de prise en charge qui doit être discutée pour les patientes chez qui on a retrouvé une mutation de type BRCA. Donc aujourd'hui, c'est quand même dit, il faut que les médecins proposent cette solution face à la surveillance, dans des conditions très strictes, bien sûr. Et pour les patientes qui ont un risque génétique probable, on est plus sur une mastectomie prophylactique qui est envisagée sur demande de la patiente. Alors même si cet acte chirurgical discutable est aujourd'hui rentré dans les mœurs depuis une quinzaine d'années, il n'en reste pas moins qu'elle est encore un paradoxe. Il existe encore des paradoxes. Cette mastectomie prophylactique génère des paradoxes au sein de notre sénologie moderne. Le risque de cancer du sein étant uniforme en tout point du tissu glandulaire, la seule technique chirurgicale qui prévaut dans cette situation est l'ablation de la totalité des 2 glandes mammaires. Donc pour atteindre cet objectif, plusieurs options sont envisageables.
La première consiste à faire ce que l'on a l'habitude de faire pour le traitement du cancer, c'est-à-dire une mastectomie totale, qui est assez délabrante. La deuxième option, plus conservatrice, conserve à préserver l'étui cutané, mais à sacrifier l'aréole et le mamelon. Et enfin, la troisième solution, c'est ce qu'on appelle la nipple sparing mastectomie en anglais, la préservation de l'enveloppe du sein dans sa totalité, c'est-à-dire la peau, l'aréole et le mamelon. Alors aujourd'hui, il n'a pas vraiment été prouvé scientifiquement qu'une de ces trois techniques était meilleure en termes de prévention ou même moins bonne. C'est la raison pour laquelle on a tendance aujourd'hui à proposer plutôt la deuxième et la troisième solution, et de plus en plus la troisième solution, puisqu'elles sont moins lourdes en termes de reconstruction et donnent de meilleurs résultats esthétiques au final. Mais le premier paradoxe que j'aimerais présenter ici, c'est que ces trois techniques, quelle que soit celle qu'on a choisie, eh bien, elles sont toutes plus lourdes et plus mutilantes que le traitement du cancer du sein lui-même. Puisque, comme vous le savez très probablement, aujourd'hui, avec les progrès de la scénologie, dans 70% des cas, le traitement du cancer du sein sera conservateur. C'est-à-dire qu'on va enlever une petite partie de la glande avec une marge de sécurité et on va y associer une radiothérapie. Alors que, comme je viens de vous le dire, pour un traitement préventif, on sera beaucoup plus large, avec une exérèse glandulaire bilatérale totale. Alors bien sûr, la reconstruction mammaire immédiate va fortement limiter les séquelles esthétiques. Cette reconstruction mammaire sera toujours proposée, bien qu'elle ne soit pas imposée, certaines patientes pouvant la refuser. Mais ce qu'on oublie peut-être de dire, c'est que l'acte chirurgical de reconstruction va contribuer à alourdir le geste complet d'exérèse et de reconstruction. Alors la première solution de reconstruction mammaire consiste à remplacer la glande par des implants. C'est un geste qui est relativement simple, surtout si on conserve l'étui cutané. Mais la reconstruction mammaire par prothèse donne un résultat qui est particulier, avec des seins qui sont plutôt ronds, donc qui peut plaire à certaines patientes, mais moins à d'autres, surtout chez les patientes minces où on voit la périphérie de l'implant. Et puis surtout, on va mettre en place un corps étranger. Donc ce corps étranger, il peut être source de complications. Les complications, ça peut être des infections, des coques périprothétiques, mais surtout une usure. Et l'usure, c'est la rupture de l'enveloppe. Donc au final, ces patientes, eh bien, elles vont devoir avoir une surveillance radiologique à vie pour surveiller la rupture de l'implant. Et puis il y aura des réinterventions itératives au cours de la vie. Deuxième option, si l'on veut éviter les inconvénients des prothèses, on peut envisager ce qu'on appelle les techniques de reconstruction autologue par lambeaux. Donc, les plus prisés étant actuellement les lambeaux perforateurs qui préservent la fonction en ne prélevant pas de muscles. C'est le cas du DIEP que je vous présente ici, qui prélève les tissus cutanéo-graisseux sous-ombilicaux sur l'épigastrique inférieure profonde, sans prendre le muscle grand droit. Donc c'est un lambeau libre. Donc cette technique va donner des résultats de très bonne qualité, qui seront naturels et définitifs, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de réintervention. Mais là aussi, il faut bien rappeler qu'une reconstruction mammaire immédiate par un double DIEP, suite à une mastectomie prophylactique, c'est une intervention qui dure en moyenne 8 heures pour une équipe entraînée. On aura un risque d'échec d'environ 3% par lambeau, et bien sûr des séquelles au niveau du site donneur qui seront limitées par la technique que je viens de vous présenter, mais il y aura au minimum une cicatrice. Voilà, vous voyez le résultat esthétique qui est très satisfaisant, mais au prix d'une intervention très lourde. Donc le paradoxe là, c'est qu'effectivement, on aura une mastectomie avec double reconstruction mammaire, mais le choix de cette technique autologue va rendre cette intervention beaucoup plus lourde que les prothèses, avec quelques séquelles au niveau du site donneur qui sont possibles. Et tout ça pour un objectif
qui n'est pas complètement atteint, puisque, il faut aussi le rappeler, la diminution du risque n'est pas de 100%. En effet, les études ont montré qu'il pouvait persister quelques cellules glandulaires après une mastectomie. Et donc là, je vous présente une étude de 2004 de Rebeck qui disait que la diminution du risque était de 90% lorsque les ovaires étaient encore en place et 95% lorsque la patiente avait eu une oophorectomie associée. Ce qui est déjà pas mal. Alors pour ce risque résiduel de cancer du sein, quelle est l'attitude à proposer aux patientes? Quelle surveillance va-t-on leur proposer? Et là, c'est compliqué. Il n'y a pas vraiment de consensus. Soit on dit, bon, ces patientes ont quand même fait le sacrifice d'une mastectomie prophylactique, donc on ne va pas faire de surveillance. Mais au risque d'avoir des patientes qui seront moins bien surveillées que la population générale, surtout après 50 ans. Ou alors, on va dire, elles font une surveillance annuelle ou tous les 2 ans, clinique ou radiologique, mais c'est vrai que ces femmes ont choisi quand même la mastectomie prophylactique pour être tranquilles, pour ne pas subir une surveillance à vie qui est parfois très stressante, quand on a des antécédents familiaux, etc. Donc là, on est un petit peu embêté. Donc la proposition, c'est de faire une surveillance clinique annuelle ou tous les 2 ans. Et puis, donc, le choix de cette mastectomie prophylactique, elle est difficile, mais une fois qu'on a pris la décision, il y a encore certaines questions pour lesquelles il n'y a pas forcément de réponse. Quel est le meilleur moment pour réaliser le geste? Faut-il le faire le plus tôt possible pour éviter un cancer qui pourrait, dans certains cas, arriver, même si j'ai une femme jeune de moins de 30 ans, ou bien le plus tard possible pour minimiser les séquelles esthétiques qui pourraient être dramatiques chez une femme très jeune. Alors, quels sont les repères que nous avons pour répondre à ces questions? Alors, bien sûr, on peut s'aider de certains chiffres. Vous voyez ici le risque annuel de cancer du sein chez les patients de BRCA1, BRCA2. Il est très clair qu'entre 20 et 24 ans, le risque est très faible. Vous voyez en vert 0,02% de risque, ce qui n'est pas très important. Par contre, après 40 ans, entre 40 et 44 ans, ces chiffres nous donnent un risque de presque 3% par an de faire un cancer du sein. Donc là, on peut quand même aider la patiente à adapter le meilleur moment dans leur vie pour faire cette mastectomie prophylactique. Mais surtout, ce sont des paramètres individuels qui vont leur permettre de décider à quel moment c'est le mieux. Est-ce qu'elles préfèrent le faire après avoir eu une vie de famille accomplie, avoir eu des enfants, avoir allaité, ou est-ce que le risque prime et que finalement, elles préfèrent le faire très tôt? Alors le choix de la mastectomie prophylactique, c'est un processus décisionnel complexe qui fait appel à de nombreux intervenants au centre duquel, bien sûr, on va trouver la patiente. Donc il y aura les médecins, avec en priorité les oncogénéticiens et les chirurgiens. Donc il y a les chirurgiens scénologues, les plasticiens, le médecin généraliste et l'oncologue pouvant aussi jouer un rôle. La psychologue peut aider à prendre en charge ces femmes pour qui la décision est très difficile. Mais il ne faut pas non plus oublier l'entourage, le conjoint qui a son mot à dire, la famille et les amis qui sont des conseils parfois pour la décision de ces femmes qui sont souvent perdues face à cette décision très difficile. Le choix de la mastectomie prophylactique implique aussi de nombreux paramètres qui sont d'une part des paramètres médico-techniques, comme très souvent en médecine, qui sont rassemblés autour de l'evidence-based médecine et des règles de bonne pratique, mais d'autre part, des paramètres psychologiques et socio-culturels qui sont propres à chaque patiente. Et je crois que ce sont bien ces préférences des patientes, ces paramètres individuels qui auront le plus de poids pour la décision finale. En particulier, le vécu du risque, les représentations propres que la patiente peut avoir du risque, notamment elle a vécu probablement la maladie chez des proches du 1er ou du 2e degré, elle a vu des gens mourir dans sa famille en raison de cette maladie, et donc l'interprétation sera complètement différente que celle que nous pouvons avoir. Et puis il y a aussi l'image du corps, vous avez vu dans les communications précédentes, l'image du corps peut jouer un rôle très important. Certaines femmes accordent une importance très importante à leur sein,
D'autres ne sont pas très satisfaits de leur esthétique et vont trouver dans cet acte chirurgical peut-être un moyen de se débarrasser du risque de cancer, mais aussi d'améliorer leur esthétique. Donc c'est très variable tout ça. Alors aujourd'hui, pour prendre des décisions difficiles, eh bien, le modèle pluridisciplinaire de la RCP est aujourd'hui recommandé. C'est notamment le cas pour la prise en charge du traitement du cancer du sein. Alors on peut se poser une question, est-ce qu'il est judicieux aujourd'hui de transposer ce modèle carcinologique pour la prévention génétique, et en particulier pour valider les indications de mastectomie prophylactique? Alors, la réunion de concertation pluridisciplinaire est plébiscitée par les professionnels. En effet, elle améliore la prise en charge des patients. Elle permet d'offrir une expertise de haut niveau, de gommer la subjectivité des soignants. Elle améliore aussi les conditions de travail des soignants, puisqu'elle permet d'alléger le poids d'une décision difficile et de partager les responsabilités. Mais le défaut majeur des RCP, enfin, ce qui est reproché le plus aux RCP, c'est qu'elles sont un lieu de discussion surtout médico-technique, où le souhait des patients est relativement peu abordé, en tout cas difficile à aborder même quand on le souhaite. C'est dit par un certain nombre de soignants, et puis on ne le retrouve pas beaucoup dans la littérature. Et donc le paradoxe aujourd'hui, c'est que pour valider le choix d'une mastectomie prophylactique, eh bien, on va utiliser ce qui est en place, c'est-à-dire qu'on va céder des RCP de cancérologie, et qui, comme on vient de le dire, ne sont pas forcément le meilleur endroit pour mettre en avant les préférences personnelles. Et donc nous pensons qu'il serait peut-être possible d'adapter ce modèle carcinologique pour créer peut-être des RCP spécifiques prophylactiques où la prise en compte des préférences personnelles serait meilleure, peut-être en désignant un médecin référent qui connaît la patiente, qui a pris le temps, parce que le maître mot c'est le temps, de discuter avec cette patiente pour connaître ses choix de vie, son vécu du risque et son rapport au corps, qui sont peut-être les questions principales. Voilà, donc j'en terminerai ainsi en vous disant que la chirurgie prophylactique est probablement la meilleure option préventive pour un certain nombre de patientes aujourd'hui génétiquement prédisposées, qu'il faut probablement adapter la prise en charge par rapport à celle du cancer. Mais vous aurez compris que les conséquences d'une mastectomie avec reconstruction mammaire est une intervention lourde et qui présente cette lourdeur est peut-être disproportionnée par rapport à des objectifs préventifs, mais en même temps on n'a pas le choix, on n'a pas d'autre solution. Et donc moi je suis convaincu que cette mastectomie prophylactique est une solution transitoire qui devra un jour laisser sa place à des moyens préventifs innovants, tout aussi efficaces, mais certainement moins invasifs. Je vous remercie. Merci beaucoup Frédéric. J'appelle Emmanuel Delay pour le commentaire. Merci beaucoup Frédéric. C'est extrêmement clair, effectivement. Je voulais juste dire que dans nos pratiques, cette demande augmente de plus en plus parce qu'effectivement, en 20 ans, on a accumulé beaucoup de patientes avec ce diagnostic et au bout de 3 à 4 ans de suivi rapproché pour qu'elles ont eu une microbiopsie, apparition de microcalcification, au bout de 3-4 microcalcifications, elles disent bon allez, c'est bon, surtout si entre-temps il y a une cousine qui a fait le cancer du sein, elles viennent. Donc du coup, on en fait de plus en plus actuellement. Personnellement, j'en fais 2 à 3 par mois, donc c'est vraiment quelque chose qui est important. Je crois un point important, ça doit être fait dans l'équipe entraînée. On a encore vu la semaine dernière une patiente qui était complètement mutilée, et c'est visiblement quelqu'un qui en fait un cas par an ou 2 cas par an. Non, c'est une chirurgie, c'est une grosse responsabilité, enlever le sein à quelqu'un, une jeune femme. Il faut pouvoir garantir. Si on n'a pas, si on est sûr d'en faire, il faut faire sa courbe d'apprentissage qui va faire 50 cas minimum. Donc, si c'est pour en faire 2 cas par an, c'est une escroquerie intellectuelle de proposer ça. Il faut que ce soit des gens qui en fassent beaucoup. Je crois que vraiment, tant du point de vue carcinologique, parce que c'est pas ça simple, une mastectomie, il faut vraiment, des fois, la glande est très proche de la peau, effectivement, des fois c'est difficile. Et puis la qualité de la reconstruction. Je crois, comme tu as dit, il faut préserver les plaques aréolo-mamelonnaires. Les travaux des Hollandais l'avaient proposé il y a une vingtaine d'années, et maintenant on a donc des grands suivis sur les travaux hollandais qui montrent qu'il n'y a pas plus de risque d'avoir un cancer derrière l'aréole qu'à 5 cm, donc il faut garder les plaques aréolo-mamelonnaires. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on préserve mieux l'air mammaire.
C'est-à-dire elles ont une très bonne sensibilité très rapidement parce qu'on agresse beaucoup moins l'air mammaire, l'air psychologique ou même neurologique. Dans ma pratique, effectivement, c'est seulement 10% de reconstruction autologue, plutôt 90% de prothèses. Mais suivant, on a tous des biais de recrutement en fonction, toi tu es connu pour les reconstructions bilatérales autologues. La surveillance, c'est l'HAS qui nous l'impose, hein, c'est le standard, c'est une échographie annuelle. Après, les gens, au bout de certain temps, laissent tomber, mais normalement, c'est une échographie annuelle. Et enfin, quand est-ce qu'on doit le faire, je conseille aux patientes 5 ans avant le cas le plus jeune dans la famille. Et dans toute ma pratique, maintenant d'une vingtaine d'années, cette règle n'est jamais tombée à côté. Alors que si j'ai vu récemment une patiente, 23 ans, sa maman a eu un cancer du sein à 27 ans. Elle a vu les oncogénéticiens qui ont dit on fera la mastectomie à 30 ans. Mais 30 ans, 5 ans de moins, paf, si on avait fait la règle, on était bon. Donc 5 ans avant le cas le plus jeune de la famille, je n'ai pas vu d'exception, ça marche à tous les coups, donc c'est ce que je conseille. Voilà, autrement, félicitations, de communication remarquable. Merci Alors, beaucoup. des questions ? Des questions dans la salle, oui. Philippe Lasserre. Monsieur Lasserre. Oui, je voudrais revenir. Félicitations d'abord pour cette mise au point. Je voudrais juste revenir sur la RCP. Un petit peu, vous avez raison, la RCP. Il y a 10 personnes autour d'une table, mais la seule personne intéressée, elle n'est jamais là. Donc je ne vois pas l'intérêt de faire de la RCP sur ce dossier. Elle est BRCA1 positif, elle a des antécédents familiaux, elle va avoir un cancer du sein. Vous pouvez discuter en RCP, mais ça va durer 30 secondes. On sait ce qu'il faut faire. Ou on surveille, ou on fait la mastectomie prophylactique. Je crois. Donc là, c'est plus un problème de RCP. Madame ? Moi, je voudrais faire quelques commentaires, en particulier sur certaines choses qui ont été dites un petit peu sur une expérience personnelle, parce qu'il existe quand même beaucoup de choses dans la littérature. D'une part, quand vous dites qu'il y a un paradoxe entre une prévention plus mutilante qu'un traitement, je vous rappelle quand même que le traitement du cancer du sein n'est pas la chirurgie, mais associe différents traitements et que la lourdeur de ces traitements est quand même à mettre en balance. Donc, oui, ça n'est pas seulement une vue chirurgicale plastique, c'est aussi une vue cancérologique qu'il faut prendre en compte. La surveillance, clairement, ce sont des patientes qui ont fait un choix très particulier. Le risque de cancer résiduel est faible et surtout ce cancer apparaît sur la peau. Il n'y a pas de mesure de surveillance autre que clinique. Et cette clinique, on peut dire à la patiente, si vous apercevez qu'il y a une anomalie sur la peau, vous venez nous voir. Donc il faut alléger ça parce que sinon ça n'a plus de sens. Et en particulier, la surveillance des prothèses est tout à fait mise en cause. On n'est plus dans les prothèses esthétiques, on est dans les prothèses avec des reconstructions dans un contexte particulier, et les recommandations ne vont pas être de surveiller, y compris les prothèses. Bon, voilà, c'est un débat, mais les choses changent un petit peu. Enfin, quant à l'âge de réalisation, il a été montré que ce credo qui a fait longtemps dire il faut le faire 5 ans ou 10 ans avec la patiente n'est pas tout à fait valable quand on s'intéresse à une population, quand on fait des études un petit peu plus larges. Mais que bon, il y a quand même des choses. C'est les tableaux que vous avez montrés. C'est l'âge médian, c'est 40 ans pour BRCA1, 42 ans pour BRCA2. Alors on peut faire des exceptions à la règle quand il y a des cancers très jeunes dans la famille. Mais après dire c'est 5 ans ou 10 ans avant, c'est un petit peu plus nuancé que ça. Je voulais vous rappeler que il y a 12% des femmes qui choisissent en France cette prophylaxie actuellement. Et puis, pour répondre à la RCP a peut-être un intérêt, c'est d'éviter qu'on en fasse trop. Il y a quand même des jeunes chirurgiens qui sautent sur les femmes. Alors, je ne sais pas si ça fait du cas, si ça fait autre chose. Ça existe, je suis désolée. C'est pas très gentil de le dire, mais peut-être aussi que c'est une façon de modérer les choses. On est passé on fera jamais ça en France, il n'y a que les Américains pour faire ça, à en faire un peu trop, et la RCP était une façon de nuancer un peu les choses. Bon, je vous remercie pour ces remarques parce que tout ce que vous dites est très juste. Bon là, l'exercice était de mettre en polémique un petit peu et de discuter. Hein.
Mais de toute façon, dans cette question-là, il faut rester vraiment dans la nuance, parce qu'il y a beaucoup du cas par cas, et on ne peut pas répondre de façon catégorique à cette réponse, à la prise en charge de ces patientes. Monsieur ? Quand est-ce que vous ou la RCP proposez une ovariectomie associée? Alors là, c'est un sujet qui est connexe. Donc moi, je ne m'occupe pas des ovariectomies, puisque j'interviens dans la partie reconstruction. Donc l'ovariectomie, elle est proposée également à ces patientes, puisque le risque de cancer de l'ovaire est au moins aussi dangereux. Donc il est proposé également de faire ce geste chirurgical. Monsieur. Oui, juste une remarque et peut-être une question. La remarque, c'est que c'est un débat éthique tout à fait passionnant, parce que là, on est effectivement dans un problème très pratique, mais on imagine que quand on va avoir les dispositions génétiques pour le cancer, que ce problème se posera encore plus, et c'est sûr que vous êtes des pionniers dans cette affaire. Ma question est, vous avez dit j'en fais 2 par mois. Mais ça pose la question pour combien de femmes sur la France par an? C'est quoi? C'est de l'ordre de 100, de l'ordre de 1000? Il me semble que le risque génétique dans l'incidence du cancer du sein, c'est à peu près 5%. Donc c'est pas non plus une population très importante. Oui, oui. Une femme sur 50. C'est les patients qui ont une mutation avérée. Il y en a 12% actuellement en France qui choisissent le geste de la mastectomie prophylactique. Ça représente probablement un petit peu moins de 1000 patients par an. Alors, vous avez parlé beaucoup de la RCP, et c'est vrai qu'au début, c'était au comité local d'éthique qu'on s'adressait pour savoir ce qu'il fallait en penser. Et le sentiment qu'on avait eu toujours, c'était évidemment les femmes qui avaient été confrontées dans leur famille au problème du cancer et qui étaient des demandeuses. Et c'était les chirurgiens à l'époque. Alors, c'est intéressant d'avoir eu cette discussion, puisqu'on a l'impression que la situation s'est renversée. À l'époque, c'était les chirurgiens qui étaient très réticents à l'idée de pratiquer, et aujourd'hui, il semblerait que ce soit presque le contraire, c'est eux qui proposent. Il me semble qu'en fait, les meilleures indications pour réaliser la mastectomie prophylactique, ce sont des femmes qui ont un vécu très lourd et pour qui le risque, qui n'est qu'un risque, une probabilité, devient en fait une maladie. Et en fait, ce n'est pas une maladie génétique, c'est une maladie psychologique. C'est-à-dire que ces femmes ne vivent plus du fait du risque. Et c'est la raison pour laquelle elles choisissent cet acte. Voilà. Ah, Monsieur Janser. Merci. Si vous permettez une réflexion un peu générale, je voudrais vous dire, en venant de Strasbourg, et ayant travaillé avec Catherine et Frédéric Baudin, tout le plaisir que j'ai eu à les rencontrer aujourd'hui de nouveau. Évidemment, j'ai assisté d'assez proche à l'évolution de cette équipe que j'avais eu le bonheur d'introduire au Centre de lutte contre le cancer dans les années 90, voire même fin 80. Et on a assisté aujourd'hui sur la nécessité d'une collaboration entre la chirurgie carcinologique et la chirurgie réparatrice. Et c'est extrêmement profitable pour les malades, et ceci est parfois un peu plus difficile à réaliser dans le milieu libéral qu'il ne l'est au sein d'un centre anticancéreux où les équipes travaillent ensemble. Et je voudrais, mais vraiment très chaleureusement, remercier Catherine, Frédéric, d'être venus pendant de longues années, tous les mercredis, opérer dans notre service d'oncologie chirurgicale. Je voudrais également profiter de l'occasion pour dire que Catherine vient d'une famille médicale. Son père a été mon maître. Ça a été d'abord mon conférencier d'internat qui m'a communiqué le virus de la chirurgie. Et ensuite, j'ai travaillé 20 ans avec lui et j'ai eu le bonheur d'avoir Catherine et ensuite Jean-François comme interne. Et vraiment, félicitations pour la haute tenue avec tous les autres intervenants de cette soirée, de cette journée, cet après-midi.
Merci beaucoup, Monsieur Janser, pour votre gentille remarque. La dynastie va se perdre. J'ai 3 enfants, aucun ne fait de la chirurgie. Voilà. Voilà, je crois qu'il est l'heure de clore les débats. J'aimerais remercier les orateurs pour leur participation et remercier aussi nos éminents auditeurs pour l'intérêt qu'ils ont bien voulu nous montrer. Merci. Merci Catherine. Alors pour conclure de manière définitive, je vous donne rendez-vous le 18 novembre pour une session qui va être consacrée à la réhabilitation post-opératoire et à la chirurgie ambulatoire avec notre collègue Corinne Vons et Jean-Pierre Triboulet comme co-modérateurs. Auparavant, nous aurons l'honneur d'écouter un hommage au professeur Zollinger, très célèbre pour son syndrome co-décrit avec Ellison, qui sera fait par le docteur Greg Miller, qui fait le déplacement depuis les États-Unis expressément pour cette occasion. Et je vous rappelle donc qu'il y aura le tirage au sort du comité secret pour étudier les dossiers des membres associés à venir. Je vous souhaite à tous une bonne semaine, un bon 11 novembre, et je vous donne rendez-vous dans 15 jours.